procéder à l'appel. Voilà. Monsieur Pascal-Nory présent. C'est un peu fort peut-être, non? Madame Florence Audrin. Monsieur Henri Pinto m'a donné pouvoir et il est absent parce qu'il est en congé de paternité. Voilà. Donc nous souhaitons la bienvenue au petit Olivier Pinto qui est né dans ces derniers jours. Madame Evelyne Contremoulin, Monsieur Gérard Doud, Madame Nicole Barrault, Monsieur Marco Barouti, Madame Catherine Néné, Monsieur José de Souza, Madame Zora Toalby, Monsieur Michel Becquet, Monsieur Martial Gauthier a donné pouvoir à Madame Muriel Monjanel, Madame Marie-Josée Fortems, Madame Françoise Mann a donné pouvoir à Monsieur Marco Barouti, Monsieur Rally Dessabi, Monsieur Hervé Huchon, Madame Muriel Monjanel, Madame Isabelle Rotin, Madame Marie Amidou, Monsieur Laurent Viry, Monsieur André Louvet, Monsieur Zacharia Tari a donné pouvoir à Madame Nicole Barrault, Madame Nadine Roberté, Monsieur Anthony Bunel, Monsieur Michel Riegère, il est présent, excusez-moi, Madame Jeannette Mazda, Madame Monique Cancalon, Madame Brigitte Vermillet, Monsieur Jean-Marc Dufour, Madame Pingo, Madame Sylvie Pitis, Madame Dominique Hérault, Monsieur Sébastien Tordet-Belmont. Lui n'est pas là. Secrétaire de séance, je vous propose de nommer Monsieur Rally Dessabi. Enthousiaste, c'est l'idée là. Je commence par les décisions. Donc les décisions, création d'une régie d'avance pour l'espace ado, signature d'une convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole, signature d'un contrat avec la société IPC dans le cadre de la procédure adaptée, d'un marché de procédure adaptée pour la rénovation du bâtiment principal de l'école des Hirondelles, pour un montant du lot 1 de 148 000 € et un montant d'option de 4 000 €. La signature d'un contrat avec la société DLBAT pour la rénovation du bâtiment principal des Hirondelles, lot 2, 36 160 €. Signature d'un contrat avec la société Schneider pour l'école des Hirondelles, toujours lot 3, et pour un montant de 23 015,22 € avec 9 237 € pour l'adoption. Signature d'un contrat de prêt de 1 million d'euros avec la Caisse d'épargne. Désignation d'un avocat dans le différend qui oppose la commune de Morangis à la société INS représentée par M. Neville Essy. Recours à un cabinet d'avocats pour l'expulsion des gens du voyage sur la parcelle des Froides-Bouilly. Recours à un cabinet d'avocats pour l'expulsion des gens du voyage rue de Savigny. Signature de l'avenant numéro 1 avec la société IPC dans le cadre de la procédure adaptée sur le lot 1 de l'école des Hirondelles pour un montant de moins 16 068,60 €. Recours à un cabinet d'avocats pour l'expulsion des gens du voyage chemin rural Voie du Cheminay. Signature de l'avenant 2015 au contrat de financement du poste de directeur de la LGC Relief. Et signature de l'avenant numéro 8 à la convention de mise à disposition des installations sportives au lycée Marguerite Yourcenar, avec des frais d'utilisation pour 408 €. Y a-t-il des questions? Des remarques? Madame Hérault? C'est le bar dit bar à chicha de l'avenue Général Leclerc. L'avenue Général Leclerc. Voilà. Comment? Alors, c'est bien que vous mettiez votre micro, mais moi, il a besoin d'autorisation. Excusez-moi, vous êtes en opposition parce qu'il n'a pas fait les règles nécessaires. Parce qu'il n'a pas demandé la transformation de son local donc il doit demander des autorisations à la municipalité pour changement d'affectation de son local, ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est la première des choses. Et ensuite, il n'a pas respecté les horaires. La deuxième chose, c'est pas dans le procès, mais il y a aussi le non-respect des horaires de fin d'activité qui ne montre pas enclin à être un Brasda. Le point 012, signature d'une convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel, c'est quoi? C'est les personnes qui, à titre bénévole, exercent des activités, notamment
moi, il s'agit des personnes qui conduisent le Mangibus en complément de nos salariés. Des bénévoles. Et bien c'est pour ça qu'on a une signature d'une convention d'un collaborateur occasionnel bénévole. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait cette convention, pour qu'il soit assuré, pour qu'il n'y ait pas de difficultés. C'était une bonne façon, et on a 2 personnes actuellement qui conduisent le Mangibus quand on a, parce que c'est difficile d'assurer et le Mangibus et le transport pour l'EHPAD, et donc il y a des fois, en fonction des vacances, des maladies et autres, ben, il y a des fois on ne couvre pas l'amplitude, et donc on fait appel à des bénévoles. Vous l'avez vu dans le dernier Mangis, c'est vous, nous avons 2 personnes qui ont accepté cette tâche. Et ça se passe très bien d'ailleurs. Les personnes conduites sont très contentes, et les conducteurs aussi sont très contents. Monsieur Liégère. La 022, c'est quoi le contenu de l'avion sur la musicien? C'est le poste, c'est le poste que tous les ans on signe, le poste FONGEP, que nous prenons, c'est le poste FONGEP qui permet de rémunérer le directeur de la MJC, et avec la participation de l'État dans le cadre du FONGEP. On aurait mis FONGEP. Comme d'habitude, oui. Vous auriez dit FONGEP, vous auriez tout de suite compris. Voilà. Et la 23, c'est quoi la 23, c'est le lycée Marguerite Yourcenar. Est-ce qu'on a baissé le coût ou est-ce qu'il y a moins d'heures? Il y a moins d'heures. Beaucoup moins d'heures. C'est-à-dire que depuis que nous avons mis en place les rythmes scolaires et que nous utilisons le gymnase pour les rythmes scolaires l'après-midi, et puis il faut quand même garder, il y a moins d'heures. On a une difficulté, c'est qu'ils veulent avoir tous les créneaux à la même heure. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir à la même heure tous leurs profs pour faire des ateliers, mais c'est pas facile. Et en plus, leurs cycles ne sont pas de la même durée que les cycles des collèges. Et on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, parce que sinon on pourrait tourner entre le collège et le lycée, mais ils n'ont pas la même durée. Donc pour le moment, c'est assez compliqué. Pas d'autres questions? Pas d'autres sujets? Je vous remercie. Donc nous allons passer au procès verbal de la séance du 3 septembre. Y a-t-il des questions sur le procès verbal? Pas de questions. Est-ce qu'il est adopté? Pas d'opposition? Tout le monde est d'accord? Merci. Ensuite, nous passons à la note sur la modification des commissions municipales. Donc, suite à la démission de Mme Foucault-Aymoville qui a été remplacée par M. Anthony Bunel, nous vous proposons de désigner Mme Malle en tant que membre de la commission de service à la population et M. Bunel en tant que membre de la commission cadre de vie, patrimoine, sécurité. Y a-t-il des oppositions? Qui est pour? Voilà, l'unanimité, merci. Modification des statuts du CIAVI, M. Becquet. Donc, par délibération du 9 juillet 2015, le comité syndical du CIAVI a approuvé la version révisée de ces statuts. Les principales modifications portent sur, premièrement, transformation du CIAVI en syndicat mixte en vue de permettre l'adhésion des communautés d'agglomération. Deuxième point, la création d'une compétence spécifique au portage du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Entre parenthèses, SAGE. Troisièmement, le pilotage du programme d'action de prévention des inondations sur l'intégralité du bassin Orge et Yvette. Quatrième point, l'adhésion de la CAD au CIAVI. Cinquième point, la prise en compte dans les compétences rivières d'entretien d'espaces verts et mobilier urbain. Un remettement des statuts sur l'ordre et la présentation afin de faciliter leur lecture. La modification du subordonné à une autorisation préfectorale.
d'approuver cette modification des statuts. Y a-t-il des questions? C'est purement formel. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'on permet aux communautés d'agglomération qui ont pris la compétence assainissement d'être à leur tour adhérents, alors qu'actuellement c'était les villes qui étaient adhérents, et donc on n'avait plus la compétence assainissement. Donc après, par contre, il y a un certain nombre de compétences qui ne sont pas transférées dans le cadre de l'assainissement, qui restent des compétences de ville. C'est pour ça que, par exemple, il y a des compétences rivières qui sont séparées des compétences assainissement. Voilà. En gros, il nous appartient toujours la compétence rivière, tout au moins jusqu'en 2018. Et d'un autre côté, il va y avoir un regroupement donc, des deux bassins, Orge et Yvette, avec certainement une modification des résidences. Donc c'est parce qu'on va se retrouver également, la loi MAPTAM comme la loi NOTRe prévoit aussi la modification des économies. En principe, l'objectif c'est de faire des économies sur les syndicats. Et donc notamment sur les syndicats qui sont inférieurs à la taille des nouvelles agglos. Donc voilà. Explication. Donc ça va encore, on va revenir sur le CAVI, c'est pas fini, quoi. C'est juste cette étape pour passer cette année. Donc qui est pour? Unanimité, oui, très bien. J'ai oublié de vous faire adopter le procès verbal du 15 juin, parce que je vous ai proposé celui du 3 septembre, mais il y avait aussi celui du 15 juin. Y a-t-il des questions? Heureusement qu'il y a des gens qui suivent derrière moi. Pas de questions, qui est pour? Unanimité, merci. Alors ensuite, la parole est à M. Baroudi pour les tarifs communaux, la modification des tarifs multisports adultes. Oui, donc on avait approuvé les tarifs communaux sur une base de 7 cycles pour le multisport adulte pour un montant de 122,11 €, ce qui donnait un montant de 19,25 par cycle. Et là, grâce à une magnifique règle de 3, sachant qu'on ramène à 5 cycles pour l'année, on a fait une règle de 3 et ça amène le tarif par cycle à 24,42 €, hors application de quotient familial. Vous avez le tableau qui donne l'application en fonction des différents niveaux du quotient familial. Donc on vous propose d'approuver la modification qui porte uniquement à 24,42 le cycle. On peut vérifier que ceux qui n'ont pas oublié le fonctionnement d'une règle de 3. Pas de questions. Tout le monde sait toujours faire la règle de 3. Donc qui est pour? L'unanimité. Toujours M. Barotti sur le groupement de commandes avec les portes de l'Essonne. Bon, c'est une délibération dont on a l'habitude. Maintenant qu'on a intégré la CAL, on participe régulièrement à des groupements de commandes. Ça permet, en se regroupant, de faire des économies d'échelle. Les volumes étant plus importants, on peut avoir des prix meilleurs. Donc là, on vous propose un groupement de commandes avec la communauté d'agglomération de Port-d'Essonne pour l'achat des fournitures de bureau. On se regroupe donc avec Pareil des Postes et Juvisy. Enfin, on va intégrer en même temps Pareil des Postes et Juvisy ce groupement de commandes. Et les modalités restent identiques, c'est toujours ça va être la CAL qui va être le coordinateur du groupement, qui va passer les marchés avec le détail que vous avez. Enfin, je vous fais grâce de la lecture de tout ça. C'est des choses dont on a l'habitude maintenant, ces groupements de commandes, et sont dans l'intérêt de la ville de manière de Les questions? Monsieur, Mme Brazda. Mme Brazda. Vous avez levé les mains ensemble. Monsieur Liégère vous laisse la parole. C'est gentil, monsieur Liégère, vous êtes Il est galant. bien urbain, monsieur Liégère. Oui, je me pose la question, j'ai peut-être oublié quelque chose. Savigny Artis, il fait quoi? Mais Oui, ils n'ont pas souhaité participer à ce groupement de commandes-là. Mais bon, il y a... Vous savez que les groupements de commandes, c'est en fonction, de la volonté des uns ou des autres. Peut-être qu'ils préfèrent, ils pensent que tout seul, ça va bien. Donc ce n'est pas lié au fonctionnement de la CAP. On pourrait faire des groupements de commandes avec d'autres communes, ou avec le département, ou avec le SDIS, ou avec d'autres, quoi. Donc là, Savigny, ils sont des fois membres avec nous de groupements de commandes, pas sur ce coup-là. Qui est pour? Unanimité, merci. Subvention exceptionnelle à l'amicale des combattants de Morangis, Mme Barrault. Oui, donc à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire du mai 1945, l'amicale des anciens combattants a organisé une cérémonie exceptionnelle qui a occasionné bien sûr des frais supplémentaires. Donc l'amicale nous sollicite pour une subvention exceptionnelle pour financer ses achats, et c'est un montant de 500 €. Donc il est donc proposé au conseil municipal
d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 €. Oui, moi, monsieur Poirier. Ça permet à tout le monde de vérifier si son téléphone est coupé. Ah, voilà. Bonne remarque, monsieur Laurenti, je crois. Moi aussi. Ah, bah oui, moi aussi. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions pour Mme Barrault? Non. Je pense qui est pour? L'unanimité. Effectivement. On passe au point suivant de la décision modificative numéro 1 sur le budget de cette année. Je vais faire un petit préambule. Donc la question M. Laurenti vous parlera ensuite des mouvements financiers. La question qui se pose aujourd'hui est liée à la vente des terrains, à l'achat et à la vente des terrains qui ont permis l'édification de la ZAC du centre-ville. Donc il faut rappeler, puisque nous avons un surcoût par rapport au moment de la vente de 1 167 825 €. Donc nous devons intégrer ce surcoût d'1 167 825 € dans nos comptes cette année. Je voulais redonner un certain nombre de précisions. Dans un premier temps, en 2008, le prix des domaines avait été fixé à 211 € le mètre carré. Le prix des terrains que nous avons achetés était lié à 211 € le mètre carré. Ceux de la municipalité avaient été évalués à ce moment-là à 205 € le prix du mètre carré. La municipalité a vendu ces terrains à 214 € le mètre carré. Ensuite, nous avons fait une offre aux propriétaires, c'était les consorts Boileau-Charon. Les consorts Boileau-Charon, on leur a fait une offre de la ville à 241 € les mètres carrés. Le tribunal de grande instance a fixé le montant à 323 € le mètre carré. Nous avons donc acheté à ce moment-là, prenant en compte l'augmentation très forte par rapport à l'estimation des domaines, et pensant que nous étions à l'abri de toute augmentation et que nous attendions plutôt une diminution en cas de nouvelle action, nous avons donc acheté les terrains au montant de 2 791 988 €, soit à 323 € le mètre carré. Les consorts Boileau-Charon ont donc fait appel de la décision du tribunal de grande instance et le tribunal a fixé le montant à 459 € le mètre carré. Donc je vous rappelle qu'on était parti de 211. Nous sommes arrivés à 459 € le mètre carré, soit un montant de 3 959 713 €, ce qui laisse une différence d'1 167 725 €. Dans un premier temps, nous avions cautionné une somme qui correspondait à la différence entre l'estimation des domaines à l'offre de la ville à 241 € le mètre carré, c'est-à-dire 2 79 000 €, et le montant fixé par le TGI à 2 791 000, c'est-à-dire on avait mis à peu près 720 000 €, 712 000 € que nous avions cautionné. Nous avons, une fois que ces terrains ont été, une fois que le tribunal s'était prononcé, que toutes les procédures étaient arrivées, nous avons payé cette somme-là, et ensuite l'État nous a contraints à d'ailleurs payer pour nous, en prélevant sur les comptes de la commune, le 1 167 825 restant. Voilà la situation. Ce que nous donc voilà, d'une part, nous sommes rentrés en discussion avec les services de l'État, parce que quand même il fallait lui faire remarquer que soit il y a un problème avec la justice, soit il y a un problème avec les domaines, mais que c'est quand même assez surprenant de passer d'une estimation qui double, entre l'estimation et le prix fixé par le tribunal, on est plus que doublé. Donc voilà, c'était une première. Ensuite, on a demandé que les choses soient faites de façon la plus douce possible pour la commune, ce qui n'a pas été vraiment le cas, puisque nous avons vu d'un seul coup, quelques jours après notre réunion, même pratiquement le lendemain, on a vu nos comptes être débités d'1 167 825.
Et nous considérons, et après discussion avec les services de l'État, nous considérons que celui qui doit payer la différence, c'est l'aménageur. Parce que le code de l'urbanisme, comme le traité de concession, laisse apparaître que nous ne pouvons pas vendre. Nous ne pouvons pas vendre moins cher que le montant auquel nous avons acheté les terrains. Sinon, ça voudrait dire qu'on participe à l'enrichissement du promoteur, de l'aménageur. L'aménageur, évidemment, n'entend pas de cette oreille, mais donc, je peux vous dire que nous avons engagé un titre de recette à l'égard de l'aménageur pour récupérer les 1 167 825 €, sachant que nous sommes aussi dans l'idée que nous avons fait, nous sommes pourvus en cassation, et que nous espérons bien que, le pourvoi en cassation va pouvoir être pris maintenant que nous avons payé la somme qui nous avait été demandée par le tribunal, et que la Cour de cassation va se ressaisir du dossier, et que peut-être cette histoire ne s'arrêtera pas à ce niveau-là. Voilà pour le contexte. Ensuite, M. Larouti, pour la façon dont nous faisons face. Je crois que l'essentiel, c'était surtout le contexte, parce qu'après la délibération qu'on va vous demander de voter, elle est une délibération technique en fait. Hein. On prend acte donc des 1 167 825 € qui nous ont été déjà prélevés. Donc en accord et conformément à la décision de la DGFiP, ce montant va être mis en dépenses d'investissement. C'est ce que vous voyez donc, au chapitre 21. Donc le 21.15 fait apparaître dans le tableau, dans la délib, fait apparaître donc une proposition de dépenses d'investissement de 1 167 825 €, ce qui va porter le chapitre 21 sur les IMO corporels à 3 212 603 €. Bien évidemment, puisqu'on fait une inscription en dépenses, on va devoir faire une inscription en recettes. Donc l'inscription en recette, et ce qu'on vous propose, c'est d'inscrire cette recette en emprunt. Donc au chapitre 1641, un emprunt dédié au financement du solde de l'achat de terrain de la ZAC pour un montant de 1 167 825 € bien évidemment, ce qui porte le chapitre 16 sur les emprunts et dettes assimilées, qui va passer d'un montant de 2 500 € à 3 169 325 €, ce qui permet d'équilibrer les tableaux entre investissement et recettes. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 qui porte sur ces montants et sur ces en investissement. Voilà. Y a-t-il des questions, des interventions sur ce sujet? Monsieur Liégère. Oui, notre groupe, je pense, va s'abstenir sur la question, puisque l'important, ça fait 3 ans qu'on savait qu'il y aurait un jour des problèmes. Donc, on vous a expliqué en commission que vous avez été jusqu'au bout, ce qui paraissait jouable, je vais répondre. Mais bon, comme là, on est dans quelque chose de technique et de votre responsabilité, je pense qu'on va s'abstenir sur le sujet. Alors j'espère que ce n'est pas fini, honnêtement. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, puisque de toute façon, le fait que quand notre titre aura été pris en compte, notre titre de recette, nous devrons faire une décision modificative qui intégrera en fonctionnement le titre de recette laissé auprès d'Antin. Et il est hors de question pour nous de considérer, d'une part, ce que nous pouvons considérer, nous pouvons prendre comme une erreur de l'administration, ou une erreur, ou une faute même de l'administration, d'une part, et d'autre part, sur le fait qu'il serait absolument anormal que l'aménageur puisse s'enrichir sur le dos des Montrégissois. Donc ça, c'est impossible, et donc nous irons jusqu'au bout avec Antin, c'est Arcade, le groupe Arcade et la société Antin, sur le fait qu'ils doivent nous payer ce 1 million. Alors, on peut imaginer que quand le titre va leur arriver, je ne pense pas qu'ils le payent rubis sur langue. Je pense que on va aller vers un contentieux qui va être encore une fois un peu long. C'est aussi pour ça qu'on a mis un emprunt en face, parce que sinon on ne ferait pas face. Mais donc ça risque d'être une procédure un peu délicate. Mais il est hors de question de considérer que, voilà,
voilà, le tribunal a décidé, donc nous on paye, et puis voilà. Donc c'est hors de question que ce soit comme ça. Et de la même façon, c'est aussi dans cet esprit-là que nous espérons que la procédure en cassation va pouvoir être reprise, parce qu'il y a quand même quelques éléments qu'il faut faire valoir en cassation par rapport à cette procédure. Monsieur de Souza. Oui, l'affaire risque d'être d'autant plus longue que si le jugement est cassé par la Cour de cassation, bien entendu, il faudra rejuger l'affaire sur le fond, c'est-à-dire qu'il va falloir, ça va reprendre à nouveau un certain délai pour résoudre cette affaire. Voilà. Pour que tout le monde ait bien compris, nous avons redemandé, une fois, puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Donc à un moment, nous étions dans l'obligation de payer. À partir du moment où nous n'avions pas payé, le recours en cassation a été gelé, en quelque sorte. Et donc nous avons demandé la réinscription, et la décision sera prise en novembre sur la réinscription de ce dossier en cours de cassation. Nous espérons sérieusement qu'il pourra l'être. Non, je ne pense pas que ça dure autant. Je ne pense pas que ça dure autant. Mais ça peut durer au moins 4-5 ans. 4-5 ans, c'est possible. Mais, voilà. Au moment des élections, vous avez parlé d'un million qui restait dans la caisse. Peut-être que ce sera le million qui rentrera dans la caisse au prochain jour. Peut-être, voilà, on peut espérer. Non, mais j'espère bien, hein, parce qu'il n'est pas question qu'on s'aide comme ça. Bon, donc, qui est pour cette décision modificative numéro 1 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. Alors, toute une série de transferts d'actifs, protocole d'accord, transfert d'actifs et tout ça. Monsieur Varti. Bon, là, on est aussi dans des aspects qui sont techniques. Donc avant, lorsque nous étions dans la communauté d'agglomération d'Europe Essonne, nous avions transféré tout ce qui concernait la ZAE. Donc ça avait été transféré à la communauté d'Europe Essonne. Là, pour les réintégrer à la communauté des Portes de l'Essonne, il faut d'abord que ça passe par retransfert via la commune. Donc en fait, c'est le but de cette délibération, ce protocole d'accord, a pour but, et afin d'éviter plus tard, merci, de se retrouver avec des contestations, des litiges éventuels, on reprocède au transfert de la ZAE vers la municipalité, tout en sachant qu'au titre de ces transferts d'actifs, il est important de noter que la communauté d'Europe Essonne abandonne les sommes engagées au titre des études et des travaux qui avaient été exécutés. Ce montant représentait quand même 577 161 €. La commune devait participer à hauteur d'un fonds de concours de 20%, ce qui représente... là c'est 20, on a dit. Ah, 25, enfin, c'est calme, ça me parle. Europe Essonne, je ne savais plus que c'était 25. Donc, on se fait dire un montant supérieur à 100 000 €, dans 220 000 €, qui est abandonné par Europe Essonne, enfin, qui en tout cas bénéficie déjà de la commune. Donc, les parties renoncent ou se désistent de toute réclamation, et le présent protocole met fin à l'ensemble des relations contractuelles et financières entre la communauté Europe Essonne et la commune de Morangis. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le protocole d'accord de retrait de la communauté d'agglomération Europe Essonne et d'approuver l'exonération des frais d'études. Sur cette délibération, il y a beaucoup qui tenaient à cœur des percepteurs qui sont beaucoup intéressés à ce sujet-là. Nous, moi, qui est pas de question, qui est pour. Vous abstenez, vous êtes pour. Pour, unanimité. Toujours les transferts, là il s'agit de l'actif de la voirie, signalisation tricolore et éclairage public. Oui, bah c'est à peu près la même chose, mais envers la CAP. Donc là, on fait pareil, on acte ce qui a été décidé depuis le 1er janvier 2013. C'est-à-dire que là, la compétence qui est exercée par la CAP sur la voirie, la signalisation tricolore et l'éclairage public, on acte qu'on transfère de plein droit et qu'on met à disposition les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Et puis bon, vous avez un certain nombre de textes, je vous en fais grâce, qui expliquent la responsabilité des uns et des autres entre le bénéficiaire et le propriétaire qui est la commune. Donc on nous explique tout ça dans la délibération. Donc je ne vais pas vous la lire parce que c'est purement technique. Le but du jeu, voilà, c'est d'approuver l'habitation des biens, meubles et immeubles nécessaires à l'exercice des compétences relatives de la voirie, concernant la signalisation tricolore et l'éclairage public. Très bien. Voilà. Qui est pour? Unanimité. Même chose pour la salle des fêtes. Bon, on a la même chose pour la salle des fêtes, on va pas... Même chose pour la salle des fêtes. Qui est pour? Même chose. Même vote. Création et suppression de postes. Donc, nous toilettons régulièrement, suivant les conseils qui nous ont été donnés, nous toilettons régulièrement l'organigramme des postes, des postes budgétaires. Donc, nous en avions créé beaucoup il y a quelques temps parce que c'était tous les avancements de grade qui étaient de façon à permettre à nos agents les avancements de grade. On avait créé tous les postes qui permettaient de les recevoir. Et nous proposons aujourd'hui de supprimer ces postes-là. Donc vous avez 25 postes qui sont supprimés. Ce n'est pas 25 départs, c'est en grande partie des agents qui ont été nommés et donc on supprime les postes sur lesquels ils étaient avant. Et nous créons 4 postes nouveaux par rapport aussi d'une part à des avancements de grade et d'autre part à un recrutement pour 3 adjoints administratifs de première classe et un animateur territorial à temps non complet. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, octroi de la protection fonctionnelle. Nous avons eu à faire face à une situation pour le moins désagréable avec nos agents municipaux qui ont été pris à partie par une parent d'élève devant l'école des Acacias. Nos agents municipaux ne faisant que leur travail, c'est-à-dire interdisant à la parent d'élève en question de se garer de façon à une place interdite. Il y a eu des injures, il y a eu un crachat sur un agent municipal et la personne a ensuite roulé en direction, foncé carrément sur une de nos agents de police municipale. Donc nous nous sommes retrouvés dans une situation qui était très traumatisante pour nos agents de police municipale. Nous avons tout de suite fait le nécessaire, dépôt de plainte des agents eux-mêmes, dépôt de plainte de la ville au titre de la ville, désignation, etc. Donc la personne a été arrêtée à son domicile, sur son lieu de travail et ensuite été mis en garde à vue ou suite aux recommandations de la justice a eu droit à un rappel à la loi. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, honnêtement, par rapport à ce type de situation et au regard et nous avons donc souhaité mettre en œuvre la protection fonctionnelle des agents, qui est la prise en charge de la procédure judiciaire et du soutien psychologique vis-à-vis de nos agents. Donc nous mettons en œuvre la protection fonctionnelle, nous mettons en œuvre aussi, j'ai écrit au procureur de la République pour estimer que les sanctions n'étaient pas suffisantes et nous allons d'ailleurs nous allons engager une action au civil de façon à ce que, en se portant partie civile de façon à ce que ce soit suivi des faits et qu'il y ait un jugement. Voilà. Ok, si vous avez des questions. Bien, qui est pour? L'unanimité, merci. Ensuite, autorisation donnée à la CAP de dépôt. Ah, c'est monsieur Pinto était en train de pouponner. C'est monsieur Doutre qui va rapporter sur la question de l'autorisation donnée à la CAP de déposer une demande de permis de construire. Bonsoir. Oui, donc pour faire la région d'Ouméillage, il y a nécessité de déposer un permis de construire.
Elle a besoin de l'autorisation du propriétaire, en l'occurrence la ville de Morangis. On vous propose de donner à la CALP l'autorisation de déposer le permis de construire. C'est aussi simple que ça. Questions? Non, pas de question. Qui est pour? Unanimité, merci. Ensuite, vente du terrain situé 72 avenue de la Cour de France. Il s'agissait de, vous savez, quand on a déjà, la rue des Sables, on avait découpé l'ensemble des terrains, on les avait vendus aux personnes qui habitaient juste en face, et donc il en restait un, et donc nous avons trouvé un acquéreur, pour 100 000 € avec des frais d'agence de 9 000 € qui sont à notre charge, donc 91 000 € pour la commune. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, dénomination de la voie d'accès. Donc, c'est la voie d'accès au programme Toi et Joie, donc qui donne dans l'avenue Charles de Gaulle. 2 noms avaient été proposés, Germaine Tillion et Rosa Parks. Le vote fait apparaître 103 votes pour Germaine Tillion et 94 votes pour Rosa Parks. Donc, je vous propose le nom de Germaine Tillion pour cette voie. Germaine Tillion, dont tout le monde a entendu parler à l'occasion de sa panthéonisation il y a très peu de temps. Qui est pour? Merci. Donc avenant ensuite Madame Contre-Moulin, c'est délibération classique de Madame Contre-Moulin sur les avenants, etc. Tout le monde peut partir, on reviendra à la fin. C'est pas classique là. Ah. Mais non, on est à l'ère de l'informatique et la CAF s'y met aussi. Donc dans un souci de modernisation et de simplification des relations avec les partenaires, donc, la CAF met en place un portail informatique qui va nous permettre de simplifier beaucoup des démarches et surtout de suivre un petit peu les avancées des différents droits. Voilà. Je suis pour monsieur. Ouais, ça va nous demander surtout beaucoup moins de travail à nos agents. Oui. Et beaucoup moins de papier. Et puis ça va permettre de suivre les choses. Qui est pour? Unanimité. Règlement du fonctionnement de la microcrèche. Je vais faire court aussi, vous savez, toute structure petite enfance nécessite que le conseil municipal adopte un règlement de fonctionnement, ce qui nous permet de toucher des sous avec les partenaires comme la CAF. Et voilà. Ça a 2 objectifs quand même. D'une part, d'être en accord avec la CAF et donc d'être éligible à ces subventions, et d'autre part, il y a un règlement clair vis-à-vis des parents, et dans lequel la municipalité s'engage d'une certaine partie, d'une part, et les parents s'engagent d'autre part. On est obligé de voter pour avoir les subventions de la CAF. Voilà. Madame Vermillet. Oui, juste la date prévue d'ouverture, est-ce que ça a été différé? Mais c'est pour combien de temps? Alors, ça va être ouvert le 5 octobre et ça va ouvrir dans des lieux provisoires suite à des difficultés de travaux qui ne sont pas terminés. Donc, la microcrèche va ouvrir dans les locaux du Jardin des Petits Pas, qui actuellement n'est pas utilisé puisque le Jardin des Petits Pas commence qu'en début d'année. Donc voilà, ça ouvre donc la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il y a eu des modifications qui ont été, beaucoup de modifications qui ont été demandées, et donc il a fallu, notamment par la CAF et par la PMI, la PMI nous a demandé plusieurs modifications par rapport au changement, très tardivement, ce qui fait que ça a retardé l'appel d'offres, la consultation des entreprises, et donc on est en retard à cause de ça. Et comme on s'était engagé d'ouvrir à cette période-là, on a pensé à utiliser les locaux du Jardin des Petits Pas, qui sont des locaux adaptés petite enfance, qui ont été validés par les personnes de la PMI, il n'y a pas de souci. Et c'est provisoire. Eh bien, qui est pour? L'unanimité. Madame Toadvili, le contrat de développement culturel aide au territoire, ça s'appelait avant charte culturelle avec le département. Alors, le 30 septembre 2013, le Conseil général de l'Essonne a adopté une délibération portant sur les nouvelles priorités fixées dans le cadre des contrats de développement culturel et la création d'un volet d'aide au projet de territoire. Alors, ces contrats reposent sur un accompagnement des communes ou groupements de communes dans leur projet de développement culturel. Bénéficiaire du dispositif lors de la saison 2014-2015, la commune de Morangis, sous
souhaite renouveler son partenariat avec le département à travers la conclusion d'un contrat de développement culturel pour la saison 2015-2016, lequel reposera sur les axes suivants. Le premier, l'éducation artistique et culturelle. Le deuxième, la culture solidaire. Le troisième, la création, innovation et recherche. Voilà, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager les démarches nécessaires à la conclusion avec le conseil départemental de l'Essonne d'un contrat de développement culturel pour la saison 2015-2016, d'approuver le projet de développement culturel CLC et d'autoriser le maire à signer le contrat de développement culture pour la saison 2015-2016, ainsi que tous les documents permettant l'exécution de la présente délibération. Des questions? En espérant qu'on touchera quand même quelques sous. Donc on peut imaginer que ça va être plus difficile. Qui est pour? Unanimité, merci. J'en ai terminé avec l'ordre du jour. Y a-t-il des questions diverses au sein du Conseil? Monsieur Légère. Oui, monsieur le maire, j'ai plusieurs questions. La première, c'est pas une question, c'est une demande. Je souhaiterais que figure au PV de ce conseil l'intégralité de votre exposé et des explications que vous avez données sur la décision modificative. D'accord, c'est tout ce que j'ai dit en préambule. En off. En préambule, pas en off. C'était officiel, donc les montants, voilà, les différents montants, les votes, etc. Voilà. Ok. S'il vous plaît. Alors, comme ce n'était pas écrit, je vais l'écrire et puis voilà. Donc, comme ça, vous vérifierez que c'est bien ça. Ok. Vous avez... La deuxième question, ça concerne le PLU. J'ai été faire jeter un œil sur les modifications du PLU et j'ai surtout vu quelque chose qui m'a un petit peu choqué. On ne voit plus une modification du zonage concernant l'emprise future de la gare de remisage et de maintenance. On nous a demandé de ne pas le mettre dans la modification. C'est-à-dire que la mission de prévu, ceux qui sont responsables de la ligne 14 et de la ligne 18 nous ont demandé de ne pas mettre cette modification, de mettre cette emprise dans notre modification de PLU de façon à ce que ce soit directement dans le cadre de la procédure qui concerne l'ensemble de la Société du Grand Paris, qui puisse tout gérer en même temps. Voilà. On l'avait mis au début, et puis on l'a enlevé. À leur demande. À leur demande. De façon à ce que... C'est-à-dire qu'on ne soumet pas avant que vous êtes déplacé le TP, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que la difficulté... Vous savez qu'il y a des gens qui ont attaqué notre PLU. Donc, dans la mesure où si on modifiait dans le cadre si nous modifions le PLU, si nous intégrons cette modification dans une modification du PLU, si par hasard notre PLU tombait suite à cette action en justice, la modification qui prévoirait le zonage tomberait également, ce qui serait très embêtant. Donc, c'est dans le cadre du fonctionnement de la Société du Grand Paris que ce changement se fera, de façon à ce qu'il soit plus juste, plus solide. Le PLU qui est attaqué, c'est le précédent. Oui, mais c'est le même. Les modifications à ce PLU, comme le PLU qui est attaqué, celui que nous avons voté en 2012, voilà, 2012, le PLU de 2012. Comme le PLU, si le PLU de 2012 tombait, toutes les modifications apportées au PLU de 2012 tombent ensemble. Puisqu'on n'est pas dans une révision, on est dans une modification. Voilà. Et ma deuxième question, ça concerne effectivement toujours le PLU, c'est on ne peut pas de modification de zonage en ce qui concerne des friches industrielles. Il y a des friches industrielles de l'autre côté de l'autoroute qui deviennent des zones de non-droit. Et pourquoi on ne peut pas les modifier on ne peut
peut pas les modifier dans le cadre d'une modification. Il faut une révision, puisque c'est oui, oui, puisqu'on on ne respecte pas le PADD. Il faut que les modifications soient quand même compatibles avec le PADD. Le projet d'aménagement et de développement durable. Voilà les explications. Ce qui, je vous le dis, je réfléchis actuellement à proposer dans le cadre, et après en avoir discuté avec mes collègues maires de plusieurs communes qui sont destinés à rentrer dans la métropole du Grand Paris, je réfléchis très sérieusement à vous proposer d'engager la révision du PLU avant le 31 décembre de cette année, de façon à ce que nous maîtrisions cette révision du PLU, alors qu'après nous ne maîtrisons plus rien. Voilà. Donc, certainement qu'au mois de novembre, on envisagera ça. En tout cas, j'ai réfléchi très sérieusement et j'en ai commencé à en parler avec mes collègues. C'est que des points techniques, hein, il n'y a pas de grande modification. Non, mais non, d'engager une révision. Ah, d'engager. Je vous propose, je réfléchis actuellement, après en avoir discuté avec plusieurs collègues qui avaient demandé des renseignements, j'envisage de vous proposer d'engager la révision du PLU avant le 31 décembre, c'est-à-dire au moment où nous sommes encore compétents, alors que sinon, nous ne pourrons plus l'engager de nous-mêmes et sur les bases que nous aurons décidées. C'est pas sûr. Vous savez, ça va être compliqué pendant quelques années. Donc, ce qu'on aura fait, nous en rediscuterons probablement le 16 novembre. Y a-t-il une autre question? Madame Bernier. Deux petites questions scolaires, monsieur le maire, plutôt à Madame Léné. Est-ce qu'on pourra avoir un petit topo de rentrée scolaire pour la fin du mois de septembre? Nous avions parlé de reprogrammer également la visite de la salle des hirondelles. Attendez. Sur le point sur la rentrée a été fait dans la dernière commission éducation. Donc c'est peut-être il y a peut-être un compte rendu. C'est peut-être le compte rendu, il était dans le dossier du conseil, non? Bien. Donc il y a quelques éléments sur le point sur la rentrée, alors très simple, mais qui voient le nombre de classes, le nombre d'élèves, etc. Bien. Votre deuxième question, c'était quoi? La date de... excusez-moi, donc effectivement, je n'étais pas à la commission, mais je n'ai pas lu ça. Pas grand-chose à marquer. Non, mais on a mis le... On pouvait répondre... oui, mais par contre, il y a eu des questions, il y a eu des réponses dans la commission, donc voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, on avait dit qu'on reprogrammerait une visite de la salle des hirondelles, puisqu'on avait pas pu faire celle d'avril, voilà. Attendez, donc Madame Léné va répondre à cette question. Et puis, une dernière question qui ne concerne pas le scolaire. Il y a eu un plan de circulation de projeté. J'y répondrai dans 2 minutes, oui, d'accord. Voilà, savoir quand est-ce que ça se met en place. Est-ce qu'il y a des concertations avant de faire le traçage du sol, etc. avec les La date, je l'ai plus en tête, mais il a été programmé une date pour la visite des hirondelles. Vous avez répondu que vous seriez là et vous n'avez pas été présent. J'ai jamais reçu de convocation. Si. En fin d'année dernière, hein, en mai ou en mai. On a attendu toute la matinée, personne n'est venu. Ah si, vous assure. Non, c'est pas celle d'avril, c'est celle de mai ou de juin. La seule, en mois d'avril, quand vous avez programmé la réunion, nous étions tous ensemble à l'inauguration. Oui, mais il y en a eu une autre après. Alors, par contre, j'ai ouvert une date et j'ai jamais eu la date. Alors, je vais vous répondre, Madame Bernier, parce qu'en fait, le jour même, je suis retournée sur mon ordinateur en disant comment ça se fait, est-ce qu'ils ont bien fait? J'ai regardé et vous avez répondu, merci, je serai présente. Et si je peux vous le renvoyer. Voilà. Allez, vous le renvoyez, Mme Léné vous renvoie ce mail et on repose une date. Et on repose une date. Voilà. Parce que j'ai bien regardé. Voilà, top, nous reposons. Et sur, je passe, c'est bon, ça va.
je réponds sur donc nous commençons la mise en place du plan de circulation tel qu'il a été voté ici et tel qu'il a été discuté après moult discussions, atelier de quartier par atelier de quartier, etc. Nous commençons à mettre en place la semaine prochaine. Non, c'est ça? Oui, c'est la semaine prochaine, donc sur les cadres. Ensuite, en ce qui concerne les tracés au sol de stationnement, ils respectent les normes qui sont d'usage, puisqu'on avait dit qu'on mettait des stationnements dans les zones en sens unique, on mettait du stationnement en chicane, en fonction pour essayer de garder le plus de place possible. Voilà. Ce qui est difficile avec certains habitants, c'est que certains acceptent mal d'arrêter de se stationner sur les deux trottoirs, comme ils le faisaient, donc il y a quelques rues dans la ville. On stationnait complètement sur les deux trottoirs et on ne pouvait pas du tout passer. Donc évidemment, que ce soit le stationnement unilatéral alterné, que ce soit du stationnement en chicane, ça réduit le nombre de places. Mais d'un autre côté, on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas du tout qu'il n'y ait pas de trottoir dans cette rue utilisable. Donc voilà, j'ai rappelé pour une visite de rue pas plus tard que samedi, j'ai rappelé que nous respecterions la règle et que le trottoir serait libéré. Et que nous travaillions, et que le plan que nous avons mis en place, c'est vraiment pour qu'il y ait le maximum de place. Et donc, voilà, c'est pas devant chez monsieur Adel, devant chez monsieur autre tel que nous faisons, mais c'est en fonction du nombre de places que nous pouvons placer dans la rue. Et en fonction des réglementations. Voilà. Pas d'autres questions diverses? Si, monsieur Dufour. L'argent des trottoirs, des coquelicots, le sujet... 1m40. 1m40 hors mobilier. 1m40, c'est... Non, c'est hors mobilier. Il y a 16 poteaux dans la rue. Sur les 16 poteaux, on n'a pas 1m40. Bah, écrivez à la CALP, monsieur Dufour. C'est la responsabilité CALP, complètement. Oui, il y avait la méthode contrôlée. Non, c'est la responsabilité CALP, c'est le... Ah non. C'est devant chez vous, alors vous laissez faire, c'est... Responsabilité CALP. C'est entre 1m20 et 1m40, donc là je pense que ça passe. Non, ça et après, ça permet le stationnement. 1m20 avec aucun mur sur les côtés, de part et d'autre. Bah, écoutez. Citoyen. Non, mais bon, je vais leur demander. Mais vous savez, voilà, quand je me bats tout le temps par rapport à leurs normes, etc., donc je pense qu'ils ont respecté les normes, puisque nous, on est en train de se battre à chaque fois, par exemple, pour obtenir que la rue Charles de Gaulle, on puisse tourner vers Lidl et vers Leclerc. C'est une bagarre continuelle chaque fois, parce qu'ils disent c'est pas la norme, c'est pas la norme, c'est pas la norme. Donc j'espère qu'ils respectent les normes le reste du temps. Les gens tournent, hein. Oui, je sais. Donc je vais les interpeller par rapport à votre demande d'aujourd'hui. On va faire une simulation ce soir à la rue Charles de Gaulle pour un Morangissois qui va à Lidl et qui respecte la ligne blanche, c'est 1 km de plus. Hein. Oui, mais ça ne me surprend pas. Non, mais vous pouvez être sûr que ça fait depuis le retour des vacances que régulièrement j'alerte. Voilà, que mes collègues le font, que encore au bureau communautaire, au conseil communautaire de la semaine dernière, nous avons été plusieurs à nous adresser au service. Voilà. Donc ils m'ont promis que cette semaine, il y aurait des aménagements qui permettraient de tourner à gauche. Mais moi j'ai dit de toute façon que j'allais le faire moi-même. Parce que s'ils ne veulent pas prendre la responsabilité, je prendrai même dit, mais c'est pour vous protéger, monsieur le maire, c'est pour que vous ne soyez pas en difficulté, vous. J'ai dit, quitte à faire, j'aime autant, si ça vous embête vous, moi je vais le faire moi-même. Je vais aller tracer directement. Voilà. Mais donc je suis très surpris qu'il n'ait pas respecté la norme alors qu'il la respecte au devant. Mais je vais les saisir par rapport à votre demande d'aujourd'hui. Mais s'il y a un texte dérogatoire ou quelque chose, mais je vais les saisir. J'ai rien trouvé d'autre, c'est pour ça. Non, mais je vais les saisir et puis je vais leur dire. Je m'aurais fait un internet. C'est pas forcément. Je vais les saisir. Mais moi, ça ne même pas. Ça passe bien pour le moment. Tu réduis la rue.
Oui, mais c'est pas mal. Non, tu peux pas. Bon, je saisirai la CALP dès demain de cette question. Je suspends le conseil municipal. Y a-t-il des questions dans la salle des quelques personnes qui nous ont fait le plaisir de participer à ce conseil municipal? Y a-t-il des questions? Personne. Donc je reprends le conseil municipal pour vous dire, mes chers collègues, que le prochain conseil municipal aura lieu le 12 octobre. Il n'était pas prévu, mais le 12 octobre, nous aurons à voter, à donner notre avis par rapport au périmètre de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel nous sommes rattachés. J'ai reçu il y a quelques jours l'arrêté du préfet qui nous situe bien dans les territoires numéro 12 avec 22 communes. Non, mais par rapport à toutes les discussions qui étaient en cours, ce sont bien les 22 communes dont nous avons parlé lors du vote du début septembre. Voilà. Donc Villeneuve-Saint-Georges et Valenton n'ont pas été intégrés dans le territoire, contrairement à la demande qu'ils en avaient formulée. Ablon est dedans. Ablon est dans les 22. Oui, Ablon est dans les 22. C'est Villeneuve-Saint-Georges et Valenton qui demandaient à être intégrés et qui sont intervenus auprès du Premier ministre, qui ont fait un certain nombre d'actions et leur demande n'a pas été acceptée. Donc nous aurons donc un point de mise en place le 12 octobre. Il y aura quelques questions diverses, quelques petits votes sur des sujets moins importants. Et ensuite, on a un deuxième conseil le 16 novembre. Et après, il y en a en décembre, je pense. Je crois que c'est le 14 décembre. C'est ça? Voilà. Bien, bonne soirée à tous.